Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'atelier de Pax. Merci toujours de suivre les contenus. Et oui, j'ai réussi à me cacher derrière une boîte de cartes mères, malgré mes 1,90 m et mes 86 kg. Mine de rien, c'est normal, c'est la plus grande boîte que je n'ai jamais vue pour une carte mère. Il faut l'avouer, elle est bigasse. Alors là, voilà, il y a de quoi faire, mais je vais vous expliquer pourquoi, parce que le bundle est assez rempli, même plus que rempli. Voilà. Donc c'est la carte mère la plus chère du monde. Est-ce que c'est vrai? On va pouvoir comparer vraiment si c'est la carte mère la plus chère du monde. Et surtout, si c'est la carte mère la plus chère du monde, pourquoi et qu'est-ce qu'elle embarque? Voilà, tout simplement, ça va être très important. On va faire un petit peu le tour de cette carte mère, voir un petit peu vraiment toutes ses spécificités, toutes ses options. Et on va faire un petit débriefing de tout ça. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce type de carte mère ou pas? Voilà, vous allez avoir l'avis de l'atelier, clairement. Mais déjà, elle est quand même sympathique. Moi, je la trouve très belle, je la trouve très sympa. On se retrouve juste après le moment des clés sponsors pour pouvoir faire le débrief de cette carte mère. Donc, à tout de suite! Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall. Pour ceci, rien de plus simple, il suffit d'aller sur le moteur de recherche et taper Windows 10 Pro. Une fois sélectionné, je clique dessus. Ensuite, je me retrouve sur cette page et je clique sur Acheter maintenant. Et de là, j'arrive sur cette page où je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX. Ensuite, je clique sur Application. On voit maintenant le prix qui est passé à 14,48 €. Ensuite, je clique sur Soumettre la commande. De là, je choisis mon mode de paiement, donc pour moi ce sera PayPal. Une fois le paiement effectué, je vais arriver sur cette page et comme vous voyez, au bout de quelques secondes, je vais aller automatiquement sur l'User Center où je clique directement sur User Center. Une fois arrivé sur l'User Center, je clique sur Voir la clé de sécurité. Ensuite, je clique sur Obtenez la clé. De là, je vois apparaître ma clé et je n'ai plus qu'à la copier. Ensuite, je me dirige vers les paramètres d'activation de Windows, où je n'ai plus qu'à coller la clé et activer. Et en sachant que ma clé Windows 10 est compatible Windows 11. Voilà, rien de plus simple. Voilà la carte mère, la MSI Z690 Good Like. Écoutez, moi je la trouve sympatoche. Donc sur le premier aspect, ce que je remarque le plus, c'est qu'elle est énormément carénée et ça c'est quelque chose que j'aime bien. Il y a énormément de cache-câbles, je vous montre. Par exemple sur la partie basse, vous pouvez enlever cette petite partie. Là, vous pouvez brancher effectivement toutes vos connexions, donc ça va de votre boîtier jusqu'à vos ventilateurs, bien entendu, et c'est bien caché. Et c'est pareil pour la partie haute. On a exactement la même chose. Donc comme vous voyez, ça a pas mal caché toutes les connectiques, donc on s'en rend bien compte, hein, tout est vraiment caché, on ne voyait pas le 2 x 8 pins pour le CPU. Donc ça cache plutôt pas mal, je trouve ça plutôt sympa. Donc c'est plutôt bien caréné en tout cas, vraiment l'esprit de bien cacher les câbles. Il faut savoir aujourd'hui que beaucoup de cartes mères haut de gamme ne le font pas. Donc moi je trouve ça vraiment sympa. Cette carte a aussi une énorme particularité, c'est cette petite télécommande que vous voyez ici, qui peut être déporté, je vais vous expliquer ça après. Donc là, ça va vous donner une série d'informations. Petit haut-parleur derrière, donc avec le haut-parleur, on a des sons apparemment. Donc ça, on va découvrir ça ensemble. Donc ça, c'est les premières choses qu'on remarque lorsqu'on voit la carte. Ce petit bloc qui est donc détachable contient un écran de 3,5 LCD IPS. C'est un écran tactile, il affiche en couleur, il a une enceinte derrière comme je l'ai dit, bon, il se détache avec tout simplement une fonction aimantée derrière et il est complètement contrôlable par un logiciel de chez MSI. Ce qui m'attire vraiment l'attention à l'heure actuelle, c'est vraiment ce gros bloc de refroidissement qui va refroidir les VRM, donc c'est vos phases d'alimentation, vos MOSFET, etc. Donc là, on s'aperçoit qu'il est composé vraiment d'ailettes, hein. Je vous montrerai quelques images. Donc, il y a vraiment l'air qui passe à travers. C'est la première fois que je vois ça. D'habitude, c'est des gros blocs en aluminium, plus ou moins finis suivant les gammes des fabricants. Mais alors là, il est vraiment fait en ailettes comme si c'était pour un ventirad. Et à l'intérieur, il y a un caloduc croisé. Donc, c'est la première fois que je vois ça, moi personnellement. Je sais par expérience que c'est effectivement le plus efficace. Donc, sur ce sujet-là, je n'ai jamais trouvé une carte qui pourra être aussi efficace que celle-ci à l'heure actuelle au niveau des refroidissements. Donc c'est pas rien parce que c'est une carte qui va quand même dégager 105 ampères, donc c'est pas rien du tout 105 ampères. Donc les alimentations, il y aura 20 plus 2 phases directes avec module d'étage de puissance intelligent, ce qu'ils appellent le Smart Power Stage. Donc voilà, tout simplement. Enfin, moi, je le trouve vraiment, vraiment bien fini.
De ce côté-là, là on retrouve cette fois-ci le bloc en aluminium qui est très bien fini, on le voit bien, et il se prolonge vers l'intérieur. Donc là déjà, dans la partie visible, on s'aperçoit qu'il y a 3 slots pour vos cartes graphiques en PCIe, dont les 2 premières qui vont être en PCI 5. Donc la dernière ne le sera pas, il faut quand même le savoir. Elles sont toutes blindées. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui confère un peu de haut de gamme. Donc ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'ait pas un petit bouton pour pouvoir désloter les cartes. Sur le prix de cette carte-là, je suis un peu étonné qu'il n'y ait pas ça. Donc c'est un petit bouton, ça vous déslote tout de suite la carte, ça va faire cette action manuelle. Vous pouvez la faire ici. Il faut savoir que ici, vu la distance, si vous mettez 2 grosses cartes, ça va être compliqué. Et même avec une seule carte, je sais déjà par avance que ça va être très compliqué de la désloter. Donc pour cette gamme-là, je suis un peu déçu déjà qu'on n'ait pas ce petit bouton-là. Donc on va pouvoir parler de M2 une fois que j'aurai démonté toute la partie qu'on voit visible. On voit ici 2 boutons, le Power et le Reset. Donc on pourra faire ça directement depuis la carte. Donc, la compatibilité de cette carte sera uniquement sur la DDR5, pas la DDR4. Il faut savoir que dans le bundle, c'est déjà fourni des kits de barrettes de RAM de chez Fury. Ici, vous ne le voyez pas bien, je vous le montrerai tout à l'heure, mais on a 2 slots pour pouvoir connecter de l'USB type C pour vos boîtiers. Ok, donc on va enlever le premier bloc de refroidissement. Donc il est en aluminium. Donc il y a un stick, un pad en haut et en bas pour refroidir vos blocs de M2. On s'aperçoit qu'on voit ici la connexion RGB que vous allez avoir ici. C'est plutôt bien fini, c'est plutôt sympa. En termes d'épaisseur, ça doit représenter aux alentours de 5 à 6 mm. On va pouvoir le poser. Donc il est en attache rapide, ça c'est plutôt bien. Mais vu la gamme, je trouve que c'est le minimum. Donc ça, au moins c'est fait. Donc voilà, on va pouvoir enlever cette partie-là. OK. Et de là, il va falloir que j'enlève encore une petite série de vis. OK. Donc on enlève le deuxième bloc de refroidissement qui est là. Donc pareil, composé avec 2 parties en dessous et au-dessus, 2 pads thermiques de chez MSI. Donc c'est aux couleurs de MSI. Donc pareil, tout est en attache rapide, c'est plutôt pas mal. Donc ça nous représente déjà 1, 2, 3. C'est pas rien du tout. Pareil, donc c'est bien avec des pads de refroidissement en dessous et au-dessus avec toutes des attaches rapides, et ça je trouve ça bien parce que franchement, vu le prix des cartes aujourd'hui, s'amuser à visser du M2, je trouve ça un peu contraignant. Donc là, ça va vraiment pas manquer de M2, c'est incroyable. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors déjà, il va falloir trouver du monde qui sache en mettre 6, c'est monstrueux. Une chose est sûre, c'est que vous n'allez jamais manquer de connecteurs pour votre M2. Donc si j'ai bien compris, il n'y aurait qu'un seul M2 qui serait en PCIe 5.0, ce serait ce slot-là. Voilà. Donc si on décompose un peu la carte, on enlève un petit peu tout, voilà ce qu'on peut voir. Donc vous voyez, elle est quand même relativement riche. Donc pour la première analyse de la carte, je vais vous dire déjà ce que j'aime bien, ce que j'aime pas bien. La première chose que j'aime bien, c'est d'avoir ces cache-câbles. Voilà, je trouve ça vraiment sympa. Aujourd'hui, pour ce prix-là, en 2022, toutes les cartes haut de gamme devraient au moins avoir ce cache-câble. Ce serait une obligation à mes yeux et ce n'est pas le cas et eux, ils le font. Donc ça, c'est plutôt assez positif. Ce qui est positif, c'est d'avoir autant de slots en M2, alors voire peut-être même trop, c'est peut-être même overkill, mais en tout cas, ils sont là. Ce que je trouve pas mal aussi, c'est ces petites connectiques qu'on retrouve ici pour le RGB, ce qui vous confère de pouvoir tout enlever sans avoir de câble qui pendouille. Ça, c'est plutôt pas mal. Ils ont pensé, c'est très bien. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ce gros bloc de refroidissement de VRM. Vraiment, là, il y a un boulot. Il faut savoir que ça fonctionne beaucoup mieux qu'un bloc en aluminium. Donc ça, je trouve vraiment pas mal. On voit vraiment que les étages d'alimentation sont vraiment bien refroidis. Et pour l'écran qu'on peut déporter, je vous donnerai mon avis en fin de vidéo parce que pour le moment, je ne l'ai pas essayé. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? On va encore parler des connectiques aussi auparavant. Et ce que je trouve maintenant négatif pour le moment à cette phase-là, ce sera qu'une seule chose, ce sera vraiment, il manque un petit bouton pour pouvoir actionner cette partie de vos slots pour pouvoir détacher les cartes graphiques sans avoir à se prendre la tête avec une petite spatule, une petite cuillère. À ce prix-là, je trouve ça très dommage. En plus, ils ont fait de la tâche rapide vraiment sur tous. Ah non, il y a ici, il manque une petite attache rapide. Je pense que ça n'a pas été mis parce qu'il n'y a pas la place en fait à cause du gros bloc au-dessus. Mais ce sera celui-là, donc ça sera le 7e. Il en a quand même pas mal avec ces petites attaches rapides. Ça, c'est le minimum des choses, ils l'ont fait. Mais il manque clairement ceux pour les cartes graphiques. Il faut savoir qu'avec les dernières gènes de cartes graphiques, c'est très difficile d'accéder ici.
On peut trouver derrière donc quelque chose qui est relativement bien fourni. On a tout de suite le Clear BIOS, hein, ce qui vous empêche en cas d'erreur de BIOS de faire un Clear BIOS avec vos trombones ou d'enlever la pile tout simplement. On a le Flash BIOS, donc ça c'est plutôt pas mal aussi en accès direct, mais pour la catégorie de la carte et pour le prix de la carte c'est tout à fait normal. On a aussi deux entrées en RJ45, donc en 2,5 et en 10 gigabits, ça c'est bien. On a une série d'USB en 3 points, donc ça c'est plutôt très bien. On a deux Thunderbolt, après on a deux mini DisplayPort, donc ça je trouve ça bien. Alors quelque chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi il n'y a pas de prise USB type C. Une carte à ce prix-là, ne pas avoir d'USB type C, je trouve ça complètement fou. Et pour moi, ça reste quand même quelque chose qui est même une lacune. Voilà, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. On a les connectiques pour le son, forcément, plus une fibre optique, ce qui est standard aujourd'hui, en tout cas en plus pour ces cartes haut de gamme. Mais de ne pas retrouver, je vous dis, ces deux USB type C, je trouve ça fou. On a la connectique pour votre antenne Wi-Fi qui est fournie dans le bundle. Et ce que je trouve aussi très dommage, c'est qu'il n'y ait pas de sortie en HDMI. Alors ça aussi, c'est complètement fou. Une carte de ce prix-là, oui, je veux bien. Généralement, quand on a une carte de ce prix-là, on a généralement une carte graphique à côté, donc on peut le slot sur la carte graphique. Mais quand même, je ne conçois pas qu'il n'y ait pas de HDMI au niveau de la plaque arrière. C'est incompréhensible. Donc je ne comprends pas pour le prix de la carte qu'il n'y ait pas d'USB type C et qu'il n'y ait pas une prise pour de l'HDMI. Ça, c'est un mystère, je ne comprends pas. Je trouve que voilà, c'est un point négatif à mes yeux. Alors, on a retourné un petit peu la carte. Donc, on a le 24 pins qui est ici. On a des prises pour les fans qui sont là. On a pour de l'USB type C. Donc là, il y en a deux, c'est plutôt pas mal, malgré que je connais très peu de boîtiers qui les ont, mais au moins c'est déjà là. Deux sorties aussi pour de l'USB 3.0, donc ça c'est plutôt très très bien, parce qu'il y a beaucoup de boîtiers aujourd'hui, on a deux câbles et pour beaucoup de cartes mères, on ne peut en brancher qu'un et il y a un câble qui pendouille. Là, ça c'est au moins c'est fait. Donc maintenant c'est plutôt courant. On a 6 ports pour du SATA. Et on termine donc encore sur de la prise fan. Donc on retrouve ici le double BIOS. Je trouve que pour cette catégorie de cartes, c'est tout à fait normal qu'il soit là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Souvenez-vous qu'ici, je vous avais dit qu'on a le seul M2 qui est géré en PCI 5, donc qui sera géré directement par le processeur. Donc voilà, alors il faut déjà trouver le processeur qui sache le gérer, mais en tout cas, c'est ici. Donc le processeur va pouvoir gérer directement la RAM, forcément, ça va être sa ligne de communication directe. On voit bien ici toutes les ailettes croisées pour ce bloc de refroidissement que je trouve vraiment, vraiment très sympatoche, hein, je me répète. On remarque ici qu'il y a un petit switch aussi pour le LED Power Input. Les deux boutons que vous voyez ici, c'est tout simplement les boutons qui vont être en dessous de ce petit panel là, donc avec le bouton Power et le bouton Reset. Alors je viens de mettre la carte mère sur ma table de bench. Je vous ai mis la plus petite carte graphique que j'avais pour que vous puissiez bien voir la carte. À l'origine, je ne voulais même pas qu'il y en ait. Je voulais me connecter directement en HDMI là-dessus, mais comme il n'y a pas de sortie HDMI, c'est pas possible. Il me faut au moins une carte pour l'affichage, car mon écran ne fait pas DisplayPort. En tout cas, celui de la table de bench. Donc, je vous ai mis celle-ci. Elle est assez petite, donc quand même, on va pouvoir voir la carte en entière. Attention, elle déborde ici sur ma table de bench. Elle est plus grande qu'une EATX normale, au moins de 2 ou 3 cm. Donc, faites attention là-dessus au moment du choix du boîtier. Donc, je vais la mettre sous tension. Voilà. Là, elle vient d'être alimentée sous tension. On entend le bruit du rugissement du dragon et je suis un peu déçu par la qualité du bruit, c'est relativement médiocre. Il n'y a pas d'expérience dragon, je vous garantis. On y va, j'appuie sur Power. Donc on voit son RGB qui s'allume, l'écran aussi. On a encore le dragon qui s'allume, enfin le cri du dragon, le rugissement du dragon. Donc on vient de tomber sur ce petit menu qui me donne les températures du CPU, le taux d'humidité, génial. L'horloge, on voit une horloge et on voit des réglages. Donc il y a la possibilité qu'un câble fourni avec une prise propriétaire qu'on branche en USB de pouvoir déporter donc ce petit joujou. On va voir si ça fonctionne. Oui, là ça démarre. Alors là je viens de le toucher, il est extrêmement chaud. Voilà, c'est très chaud. L'enceinte, vous pouvez la voir, elle est là. Je vous dis, là, ça vient de me refaire le bruit du dragon, c'est ridicule. J'ai même envie de vous le faire réécouter. Voilà, je vais vous le mettre à côté du micro.
que moi je trouve la qualité sonore complètement ridicule personnellement. Donc voilà, donc on a des réglages. Alors qu'est-ce qu'on a? On a les safe boot, on a les Rosero Tree, on a restart, shutdown, clear CMOS. Ok, pour aussi les fréquences, donc on va essayer de retourner en arrière. Ensuite, bah, on a l'horloge. Voilà, ok, cancel. Alors c'est un peu lent, hein, c'est pas hyper réactif je trouve. Après on va dans avancer. Donc on a encore une fois les réglages, est-ce que c'est les mêmes? Oui, on peut dire que c'est les mêmes. Voilà. Et bien voilà les amis. Maintenant on va faire un petit débriefing. Est-ce que je conseille cette carte? Est-ce que je conseille pas cette carte? Est-ce que j'achèterai cette carte? Et qu'est-ce que je pense de cette carte? Eh bien écoutez, on va le faire en 2 temps. Premièrement, déjà, elle est quand même relativement bien chère parce que c'est le bundle le plus cher, la carte, le coffret carte mère le plus cher au monde. Oui, mais dedans, il y a quand même un IO 360 mm, je vous le montre, c'est inclus dedans. Mais dedans, vous avez un petit kit RAM de DDR5 directement à l'intérieur, ça vaut son prix. Il faut savoir que c'est la DDR5, ce kit-là, au moment de la sortie, il était aux alentours de 400 € et quasiment 300 € pour l'IO. Donc ça fait 700 €. Si on doit enlever ce prix-là à la carte mère, forcément, ça descend quand même pas mal. Malgré que la DDR5 a quand même descendu, donc là, on serait plutôt aux alentours de 500 €. Donc ça reste quand même la carte la plus chère du monde, en sachant qu'elle n'est pas water-coolée, comme d'autres marques qu'on connaît, par exemple sur la Aqua ou sur la Glacial, qui est complètement water-coolée. Donc de base, ça reste quand même la plus chère, voilà, parce qu'il n'y a pas tout ça. Par contre, il y a ça. Ok, alors moi, je n'ai pas été entièrement convaincu, hein, donc ça peut se déporter par un fil, mais il va falloir trouver l'espace pour faire passer un fil. Si vous l'avez à l'intérieur du boîtier, il faut ouvrir votre boîtier pour pouvoir y toucher à chaque fois et refermer votre boîtier. Le tactile, je l'ai trouvé très lent et je sais pas, chez moi, ce n'était pas ultra réactif. Est-ce que c'est lié à ce boîtier-là et pas aux autres? Je ne sais pas, mais je n'ai pas été très convaincu. L'initiative de la marque d'avoir fait ça, je trouve ça sympa. Donc, je les encourage d'ailleurs hein, à continuer. Mais cet objet-là, celui-là, le V1, je ne le trouve pas dingue vraiment du tout. En tout cas, il n'a pas été assez réactif quand je touchais dessus ou quoi que ce soit. Ça a été pas évident. L'enceinte derrière, ça m'a pas du tout convaincu. Elle est vraiment de mauvaise qualité ou je sais pas, le son était mal encodé, j'en sais rien. Mais en tout cas, du coup, ça donne pas vraiment ce qu'on pourrait attendre d'un son pour une carte de ce prix-là. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais attends, les autres, ils en ont pas. Oui, soit, mais à ce moment-là, on n'en met pas. Donc ça n'a pas convaincu l'atelier d'une manière ou d'une autre, voilà tout simplement. Est-ce que je conseillerais cette carte? Bah écoutez, la problématique c'est que pour moi cette carte elle est entre deux feux. On est sur une carte très 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 haut de gamme. Tout ce qui est dessus c'est du très haut de gamme. Tous les matériaux sont nobles, toutes les finitions sont hyper bien finies. On est sur le fleuron de ce que c'est faire MSI et voilà tout le monde connaît MSI donc là, tout est superbe. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi ne pas avoir mis des sorties en USB type C sur une carte à ce prix-là? C'est juste incroyable. Ils vont vous mettre des sorties en DisplayPort pour la vidéo. Ils vont vous mettre du Thunderbolt, c'est très bien, mais pas d'USB type C. Je ne comprends pas. Ça restera un mystère pour le prix de la carte. Qu'il n'y ait pas de sortie HDMI, je ne valide pas non plus pour le prix de la carte. Je vous le dis vraiment, ça passe moyen. Voilà. Le petit truc que j'aimerais bien qu'ils nous rajoutent sur la prochaine génération, ce serait ce petit bouton afin de désloter les GPU, vos cartes graphiques, surtout si vous enquillez deux. Alors, ce n'est pas tout le monde qui va en enquiller deux, mais pour ceux qui vont en enquiller deux, sachez que l'autre, elle sera juste intouchable. Voilà, va falloir enlever la une pour sortir la 2 et ce sera avec la petite spatule. Donc, il y a déjà des fabricants qui le proposent sur du haut de gamme. On est clairement sur du haut de gamme, donc vraiment, ça manque. Mais alors, tu la conseilles ou tu la conseilles pas cette carte Pax? Bah écoutez les amis, c'est pour moi cette carte, elle est entre deux feux. Voilà. C'est une carte qui a tout pour l'overclocking, clairement tout. Ses phases d'alimentation, 20+2, on est plutôt pas mal. Le PWM qui va gérer ça est de très bonne facture. Le moyen de refroidissement des VRM est très très bon. Double caloduc croisé dans un série d'ailettes en forme de vague, ça fonctionne très très bien. C'est le meilleur système de refroidissement d'ailleurs que je connais en VRM. Sauf qu'en face, vous avez des cartes qui sont water-coolées. Et une carte qui est water-coolée, je suis désolé, mais n'importe quel système de water cooling va faire mieux que ce système-là.
Donc pour une carte en face, par exemple, si on pourrait prendre une extrême de chez Asus, qui elle est beaucoup moins chère, qui est aussi qualitative que celle-ci, alors soit il n'y a pas ça, hein, voilà, c'est tout. Mais il y a de l'USB type C et il faut savoir que là, je suis d'accord que ce système de refroidissement des VRM sera supérieur à celle d'une extrême. Sauf qu'une extrême, eh ben, c'est pour la water coolée. Voilà, elle n'est pas fournie avec un IO 360. Et c'est là où ça me perturbe. C'est qu'on va vous fournir une carte avec un IO de 360 mm. On sait très bien qu'avec un IO de 360 mm, on ne va pas faire des miracles en overclocking. Pour faire des miracles en overclocking, il faut que ce soit en custom, water cooling custom. Et elle est complètement faite pour faire de l'OC, même du OC assez fort. C'est-à-dire que quand vous voyez le nombre de phases d'alimentation qui est dessus, les moyens de refroidissement qui sont dessus, tout le système en lui-même, j'ai un peu essayé d'ailleurs, ça fonctionne du tonnerre, mais je l'ai essayé avec mon water cooling custom. Sauf que là, c'est fourni avec un IO. Alors moi, je vais vous dire comment moi j'imaginerais bien plutôt le bundle. Déjà, il y a un kit de RAM, c'est très bien le kit de RAM en DDR5, mais en 5000, je suis un peu étonné. Mettez au moins du 6000. Enfin voilà, j'étais un petit peu étonné là-dessus, qu'on achète une carte à ce prix-là et qu'on reste que sur de la 5000. Et en plus qu'on achète une carte qui est clairement dédiée à l'overclocking et qui est fournie avec un IO. Vous voyez, c'est entre deux feux. Donc ce que j'aimerais bien sur un bundle comme ça, c'est qu'en fait cette carte, en gros, si j'avais le choix de mettre ce fric-là sur cette carte, je préfère me prendre une glaciale ou une aqua, mais quelque chose qui soit totalement water coolé. C'est mon choix, voilà, ce serait comme ça que je le verrais. C'est un peu compliqué parce que tout ce qui est dessus est très qualitatif, mais je trouve qu'elle est entre deux feux. Et ce n'est pas ce petit objet-là qui va me faire changer d'avis, clairement. Donc la carte est de très très bonne facture. Toutes les finitions sont au top. On est vraiment sur le fleuron de ce que sait faire MSI. On le voit bien, c'est vraiment beau, c'est sympa. Les matériaux sont là. Enfin, tout l'assemblage est là, tout est parfait. Mais je ne sais pas comment classer cette carte. Parce que je ne vais pas la mettre dans une catégorie à 2000 € parce qu'à ce moment-là, eh ben, j'ai des cartes qui sont totalement water coolées et qui auront aussi autant de phases d'alimentation qu'elle. Et de l'autre côté, je me dis, à ce moment-là, est-ce que je vais la rentrer dans une gamme, par exemple, d'Extreme, de Asus Extreme Maximus, qui, à ce moment-là, si vous enlevez ça, resterait dans cette catégorie-là, finalement. Mais sauf que, eh ben, elle est beaucoup moins chère, celle de Asus, finalement, parce que celle de Asus, elle est aux alentours de 1100 €. Vous voyez ? Donc, il y a quand même un delta en termes de prix. Donc, je ne sais pas. Moi, j'imaginerais vraiment le bundle pour moi parfait. C'est ça, pour moi, vous pourriez l'enlever. Et déjà, peut-être qu'on descendrait de prix. On enlèverait la DDR, voilà, parce que pour de la 5000, je ne vois pas l'intérêt. Et de mettre un 360 mm en IO sur une carte aussi folle, je ne conçois pas, je ne comprends pas. Alors, pour conseiller cette carte, pour moi, c'est très difficile parce qu'elle est vraiment entre deux feux. Ou en équivalence, en termes de technologie qu'elle a et en phase d'alimentation, en refroidissement, on pourrait la comparer à une glaciale, sauf qu'elle n'est pas water coolée. Donc on pourrait la comparer à quoi? À une extrême, sauf que l'extrême est beaucoup moins chère. Et aussi pour des très très bonnes finitions du côté Asus, clairement. Si quelqu'un désire acheter cette carte, qui veut utiliser l'IO qui est fourni dedans et qui ne compte pas hausser sa carte ou un petit peu, ah bah alors là, c'est sûr que c'est quelqu'un déjà qui aura les moyens, mais qui se fera plaisir et qui aura un produit très qualitatif. Mais comme je vous dis, pour moi, il y a un contresens. Pourquoi avoir mis toutes ces phases d'alimentation, ces systèmes de refroidissement de VRM pour tourner en IO? Parce que c'est dans le bundle, vous ne pouvez pas l'acheter sans. À la limite, vous me dites, ouais, mais Pax, je peux acheter la carte et pas le mettre, mais à ce moment-là, vous avez acheté un IO et vous ne le mettez pas. Vous voyez? C'est un peu étrange. Je conçois que des gens l'aient acheté, voilà, parce que l'objet est très beau et très qualitatif. Pour moi, juste le contresens que je trouve, c'est qu'il y a des choses à ce moment-là, en termes d'OC, en termes de refroidissement, qui n'auront aucun impact parce que vous n'allez pas aller vraiment sur leur retranchement par rapport à l'IO qui sera dessus. Voilà, ça c'est mon avis clairement. Sinon, est-ce que j'aurai une bonne impression ou une mauvaise impression de cette carte? J'aurai une bonne impression de cette carte, je vous rassure, parce que ça fait quand même plaisir de voir des innovations, vraiment, parce qu'elle reste qualitative, parce qu'on voit un petit peu tout le savoir-faire de MSI là-dessus. Elle est très propre. Il y a quand même des choses qui sont innovantes, comme ce protège-câble. Enfin voilà, aujourd'hui, il y a d'autres marques qui sont moins chères, mais aussi qui ne l'ont pas. Ces genres de petites protections-là, je les trouve vraiment sympas. Cacher des câbles aujourd'hui, je suis pour cacher les câbles, hein, vraiment, je vous le dis.
elle est complètement carénée. D'avoir les 6 ports en M2, je trouve ça incroyable. Alors, c'est peut-être même un peu overkill, mais ça reste quand même incroyable. Bon, comme je vous dis, pour moi, ça manque d'USB type C, ça manque de HDMI. Un petit bouton ici pour extraire la carte, ce serait au top. Donc non, la carte, je reste quand même sur un bon impact, un impact positif. Je vous donne juste clairement l'avis de l'atelier sur cette carte. Je vais quand même essayer de noter cette carte par rapport au prix où elle coûte et tout ce qu'elle embarque. Écoutez, je vais lui donner sur une note de 0 à 10 et je vais peut-être être un peu méchant du coup, mais je vais lui mettre 7,5 parce que c'est une carte qui coûte très cher. Voilà. Et déjà qu'il n'y ait pas d'USB type C, c'est incroyable, vraiment. Le choix de ne pas avoir mis l'HDMI, bon, l'Apex de chez Asus ne l'a pas, d'accord? Mais c'est une carte qui est complètement dédiée à l'overclocking, c'est différent, voilà. Mais bon, déjà, je trouve que c'est pas bien que l'Apex ne l'ait pas, déjà de base. Mais bon, il y en a qui vont dire, mais pour le C, tu n'en as pas besoin. Moi, je trouve ça débile. À ce moment-là, les Apex, vous remarquerez, il y a tout un système son. À ce moment-là, virez le système son. Ou virez le système son et laissez l'HDMI. Moi, je suis toujours pour qu'il y ait à chaque fois une connexion en HDMI derrière. De base, si un jour il y a un problème, on peut toujours se mettre sur ce port-là. Donc déjà, le 7,5, pas d'USB type C, qu'il n'y ait pas de HDMI. Ce petit bouton manque cruellement à ce niveau-là de prix. Oui, ça manque. Ça, pour moi, c'est pas abouti. Voilà. Et le fait qu'elle soit fournie obligatoirement avec la DDR5 et qu'elle soit fournie obligatoirement avec l'IO, c'est ce qui lui fait descendre cette note à 7,5. Donc, elle a quand même 7,5, ce qui n'est pas rien quand même comme note, parce que les matériaux qui sont employés, les finitions, les technologies qui sont dessus, ces moindres refroidissements qui sont là, toutes les phases d'alimentation qui sont autour, tous ces slots de M2, enfin tout ce qui est là mérite quand même de ne pas avoir moins. On est bien d'accord, en tout cas à mes yeux, à moi. Mais sinon, je ne pourrais pas lui mettre plus non plus parce qu'elle a ses carences. Et pour moi, ça reste une carte entre deux feux. Voilà les amis, en tout cas, je ne sais pas si cette carte vous a plu. Dites-le moi en commentaire ce que vous pensez un peu de cette carte-là, ça m'intéresse vraiment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours du bien à la chaîne pour le référencement, bien entendu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour tous ceux, encore une fois, qui restent jusqu'au bout de la vidéo parce que je le vois dans les commentaires, il y en a de plus en plus. Donc merci, n'hésitez pas à me laisser Pax jusqu'au bout, ça me fait vraiment plaisir, ça me donne de l'engouement. Je vous dis maintenant à très bientôt pour la prochaine vidéo. Donc ciao ciao!